Contre-plongée, un podcast de laïcité Brabant Wallon. Annabelle et Mehdi vous emmènent à la rencontre de celles et de ceux qui ont des choses à dire en Brabant Wallon et au-delà. Entre témoignages, opinions et analyses, vous ne ressortirez pas indemne de cette écoute. Contre-plongée, épisode 16. Créer du lien en Brabant Wallon, précarité, santé mentale et assuétude. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Contre-plongée, le podcast de laïcité Brabant Wallon. Ce mois-ci, nous allons explorer la thématique du lien social à travers le prisme de la précarité, de la santé mentale et des assuétudes. Est-il facile d'aller à la rencontre des publics précarisés et fragilisés au sein de la province du Brabant Wallon ? Quels moyens et services existent sur notre territoire pour accompagner les personnes rencontrant des besoins en santé mentale et en assuétude ? Quels écueils rencontrent les travailleurs sociaux dans leur mission quotidienne ? Autant de questions et de sujets que nous allons aborder aujourd'hui avec nos deux invités. Le premier intervenant que j'ai le plaisir de recevoir en studio aujourd'hui, c'est vous, Noé Brouet. Bonjour. Bonjour. Noé, vous êtes coordinateur de l'équipe mobile précarité au sein du relais social du Brabant Wallon qui a vu le jour il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Mon second invité du jour, c'est vous, Thierry Wathelet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin et coordinateur du réseau Hasard Béoué, qui est le réseau assuétude du Brabant Wallon. L'objectif du réseau Hasard Béoué est d'apporter un soutien aux professionnels et aux non-professionnels qui se trouvent confrontés aux problèmes liés aux assuétudes, un terme qui regroupe les dépendances à l'alcool, aux drogues, aux médicaments, mais aussi aux jeux compulsifs et au tabac. Alors pour débuter cette émission, je vais d'abord me tourner vers vous, Noé Brouet. L'équipe mobile précarité, c'est le fruit en fait d'un partenariat entre le relais social du Brabant Wallon et le réseau 107 Brabant Wallon, qui est en fait le réseau intersectoriel de santé mentale pour adultes de la province. Donc à l'intérieur de cette équipe pluridisciplinaire, on retrouve 4 travailleurs desquels vous faites partie. Donc vos missions, c'est notamment d'aller à la rencontre et d'accrocher les personnes en situation de précarité, de les orienter vers les services psychologiques, médicaux et sociaux compétents afin qu'elles puissent accéder à leurs droits. Concrètement, comment est-ce que vous arrivez à rencontrer les publics fragilisés qui ont besoin de vos services sur un territoire qui s'étend sur plus de 1000 km²? C'est une assez bonne question. Évidemment, il y a des difficultés pour rencontrer un certain type de public, principalement le public précarisé en ruralité. C'est un public avec lequel on n'est pas encore tout à fait à l'aise. Pour le moment, on passe principalement par des maraudes dans les gros centres urbains du Brabant Wallon. Donc on rencontre du public de rue, mais plutôt citadin, entre guillemets. Donc c'est un public qui est plus facile d'approche dans un premier temps, qui est en fait assez visible, ou en tout cas quand on a des travailleurs sociaux qui savent où regarder et où chercher, on les trouve assez facilement. Je l'ai dit, voilà, il reste que c'est une vraie difficulté d'identifier les publics qui sont vraiment plutôt dans des situations de précarité invisibles, donc parfois hébergés chez des tiers sans pour autant y être domiciliés, etc. Est-ce qu'il y a par exemple des signalements entre guillemets qui se font ? Je sais pas moi, par exemple un particulier qui peut voir quelqu'un qui a l'air d'être peut-être sans logement ou en errance entre guillemets. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, même si voilà, votre équipe elle est récente, elle a quelques mois d'existence, mais... Oui, tout à fait. Donc nous, on a un numéro de téléphone unique à contacter qui est autant à destination des professionnels que du public en question et des proches, et donc qui est contactable aux heures de bureau du lundi au vendredi, et on intervient dans ce qu'on peut faire. En tout cas, on essaie d'analyser la demande avant d'intervenir, parce que effectivement le Brabant Wallon est assez vaste, et si on se déplace, il faut quand même qu'on puisse être entre guillemets sûr de rencontrer la personne, même si ça arrive qu'on se déplace pour rien. Et donc oui, évidemment il y a des signalements, qu'ils soient des professionnels, des proches, du tout venant entre guillemets, pour signaler des personnes en précarité dans leur commune, etc. Alors, l'équipe mobile précarité, elle a aussi pour mission de réunir les services sociaux de santé, donc par là, ça comprend aussi la santé mentale, autour d'une personne en situation de précarité pour lui apporter un accompagnement complet. Comment on se situe le Brabant Wallon à ce niveau-là ? Est-ce qu'on est riche en termes de services médico-sociaux ? Est-ce qu'on est bien loti ? Alors ça va, c'est pas le top, comme partout je pense qu'il manque
des services en Belgique en général. Le Brabant wallon a cette difficulté que, comme il n'est pas extrêmement peuplé et désigné aussi comme plutôt riche pour la Wallonie, il n'y a pas forcément énormément de tissus associatifs à tout niveau. Par contre, il y a quand même de gros hôpitaux, à savoir celui de Nivelles et celui d'Ottigny, qui ont des équipes en psychiatrie. Donc au niveau de la psychiatrie, il y a quand même des choses qui existent, ce qui ne veut pas dire que c'est suffisant. C'est largement insuffisant comme tout le secteur de la psychiatrie en Belgique. Et voilà, au niveau du tissu plus associatif, social, il y a quand même des zones qui sont très très pauvres, par exemple tout l'est du Brabant wallon et des zones comme Tubize, Rebec, où il y a vraiment très très peu de services qui existent. Très bien. L'équipe mobile précarité, comme on le disait, elle est très récente, mais est-ce que vous constatez déjà certaines problématiques ou bien des parcours de vie ou des configurations qui sont plus présents que d'autres dans les personnes que vous rencontrez en fait ? Des problématiques, les problématiques de rue sont en fait assez similaires à toutes celles qu'on peut retrouver dans les autres villes. C'est pas particulier au Brabant wallon, dans le sens où il y a souvent un cumul des problématiques, à savoir les addictions, la santé mentale, la précarité et donc l'absence de logement très régulièrement. Donc souvent, et c'est ça aussi toute la difficulté de l'intervention, c'est qu'il n'y a pas juste une problématique à régler. Il y a toujours un cumul qui fait que les personnes sont souvent très enfoncées dans des problèmes, et c'est pas parce qu'on règle un côté qu'on arrivera à régler le reste. Ce qui nécessite en fait de mettre énormément de partenaires autour de la table pour réussir à régler la situation de la personne. Et ce qui est en fait pas facile du tout au vu de la charge de travail, du nombre de personnes en rue et du nombre restreint de partenaires qui existent. Oui, et le temps que ça peut prendre aussi de fournir un accompagnement pluridimensionnel quelque part pour une personne, je suppose que ça peut durer plusieurs années. Effectivement, après ça va dépendre du temps en rue passé par la personne. Il y a des personnes qui sont plus facilement remettables entre guillemets pas sur le droit chemin, parce que c'est pas du tout cette philosophie-là, mais en tout cas qui sont plus faciles à sortir de leurs ennuis, généralement quand elles ont fait moins de temps de rue. Plus le temps de rue se prolonge, en fait, plus les problématiques s'aggravent et plus les personnes sont difficiles à sortir de la rue. Et effectivement, ça prend énormément de temps de réunir les partenaires en concertation autour d'une seule et même personne. À savoir qu'en plus, ces personnes sont généralement pas un public très stable et donc c'est assez compliqué. Parfois, on décide de faire des accompagnements vers un service médical, etc. Et les personnes ne se présentent pas parce qu'elles sont en rue, elles n'ont pas de téléphone, elles ne regardent pas l'heure, elles sont alcoolisées ou sous d'autres drogues. Et donc, ça permet pas. Enfin, le public en lui-même est aussi un public avec qui il faut adapter sa temporalité dans l'accompagnement qu'on peut donner. Très bien. Donc à l'heure où les problèmes de santé mentale, donc que ce soit burn-out, dépression, troubles de stress post-traumatique, anxiété, etc., sont identifiés comme étant le mal du siècle, l'ensemble des acteurs et actrices de terrain s'accordent pour dire que la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver ces différents phénomènes derrière lesquels on trouve toujours de la souffrance. Thierry Wathelet, en tant que médecin, alcoologue et coordinateur d'Azar-Béoué, donc je rappelle le réseau ASU-Études du Brabant wallon, vous formez les professionnels de première ligne, mais vous sensibilisez aussi les particuliers de la province à la problématique des ASU-Études, qui englobe, je le rappelle, la dépendance à l'alcool, aux drogues ou encore aux médicaments. Est-ce que... J'ai perdu ma question. Est-ce qu'à votre niveau, donc à travers les personnes que vous rencontrez, vous constatez une détérioration de la situation au niveau des ASU-Études ? En bref, en gros, est-ce qu'il y a plus de souffrance chez nous que par le passé ? Alors, je pense oui, clairement que la situation, la crise du Covid, les situations économiques actuelles a aggravé ou accentué les problématiques, notamment au niveau des addictions, clairement, et au niveau de la santé mentale aussi. Ça, c'est fortement démontré.
Je pense aussi qu'il y a quand même eu ces dernières années, je vois quand même une forte augmentation de l'aide, enfin des structures, du développement de l'appui des structures qui existent. Je dirais que c'est un des bienfaits du Covid, c'est qu'il y a eu quand même une prise de conscience de la réalité des problématiques de santé mentale et d'addiction qui ont fait que des projets comme le projet avec le relais social par exemple a permis le financement de toute une série de services complémentaires ou d'augmenter l'activité des services. Et donc le fait qu'on ait plus de financement fait aussi qu'on va dépister davantage et qu'il va y avoir un appel aussi qui va se faire. Donc, je suis coordinateur du réseau Assuétudes, mais je suis aussi travaille dans un service spécialisé. Il faut savoir, dans le Brabant wallon, il y a 2 services spécialisés en Assuétudes. Il y en a un qui se trouve à Tubis, qui est le ressort, et il y en a un qui se trouve à Autigny, qui est le service Patchwork, qui sont dédicacés pour des problématiques d'assuétude. À ce niveau-là, les demandes ne font qu'augmenter de manière importante. Et donc, comme en plus la problématique de la solitude et la problématique de la santé mentale sont des problématiques des maladies chroniques, hein, on est bien dans la nécessité d'un investissement à long terme. On sait très bien que pour les assuétudes, la seule chose qui est vraiment efficace dans la prise en charge des assuétudes, c'est le maintien d'un lien thérapeutique au long cours. Et donc il y a vraiment tout à construire un plan d'accompagnement de soins ou accompagnement du lien thérapeutique qui va aller depuis la recherche et la rencontre de la personne dans la rue jusqu'à bien au-delà de ça, lorsque il y a un projet de réinsertion, lorsque on est au bout. Dans les problématiques d'assuétude, le sevrage n'est pas un but. Le sevrage est un moyen de pouvoir aller là où on veut aller, et donc de pouvoir construire des objectifs de vie pour le patient. Et c'est une des démarches compliquées, je dirais, actuellement, parce que les objectifs de vie, c'est parfois davantage de chercher un logement ou d'avoir une réinsertion ou une occupation que de s'occuper de son addiction, qui est plutôt un processus de survie. Et donc, il y a vraiment, là, on sent qu'il y a une augmentation de la demande, et il y a une augmentation des besoins, et il y a une nécessité de travailler en réseau pluridisciplinaire. D'accord. Et des projets comme celui qui se met en place avec le relais social, avec le réseau 107, sont des projets qui vont favoriser cela. Maintenant, on reste toujours, et les structures restent très limitées en termes de moyens et de disponibilité. Le Brabant wallon, à ce niveau-là, a une particularité. Il n'y a pas de mégapole dans le Brabant wallon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand centre où tous les problématiques pourraient se centraliser. On est dans un truc dans une province où les problématiques sont réparties un peu partout, avec des moyens de communication qui sont insuffisants ou très limités, ce qui ne permet pas véritablement aux patients de pouvoir avoir recours aux structures. Et donc, ça complique aussi les affaires. Et du coup, comme vous disiez, il y a plus de besoins, plus de demandes, mais donc les demandes et les besoins ne sont pas absorbés quelque part. On n'a pas On fait tout ce qu'on peut. Oui, non, mais bien sûr, mais je veux dire, vous êtes dépassé peut-être par les demandes du coup qui vous parviennent. Voilà, vous avez vos limites, quoi. Clairement, les structures vont se trouver de plus en plus avec éventuellement des listes d'attente. Au niveau des services de santé mentale, c'est déjà le cas. Au niveau des services spécialisés dans les suivis individuels, c'est déjà le cas aussi. Donc voilà, ça fait partie d'une certaine réalité. L'autre réalité aussi du Brabant wallon, c'est qu'il y a pas beaucoup de services, et souvent ce sont des services qui sont aussi généralistes, donc ils font un peu de tout. Alors c'est bien, en même temps c'est intéressant parce que justement ça crée du réseau et ça ouvre une offre plus complète d'une certaine manière. Mais en même temps, ça limite parce que c'est plus compliqué de prendre ce type de patient-là ou de problématique-là, c'est plus compliqué. Au niveau de la médecine générale, les médecins généralistes sont aussi saturés, ils vont avoir du mal aussi à prendre dans leur patientèle des patients comme ceux-là, parce que ça prend beaucoup de temps, parce que c'est dérangeant, parce que c'est pas très fiable d'une certaine manière. Et donc,
ça fait partie des problématiques. Et du coup, comment on sort de cette problématique-là? Vous disiez beaucoup de demandes, beaucoup de besoins. On n'est pas hyper équipé en services psychomédico-sociaux. C'est quoi? Alors, on renvoie les patients vers d'autres provinces qui ont, eux, une grosse ville avec des gros centres pour les accueillir. Comment ça se passe? Alors, il y a quelques années, je disais, dans le Brabant wallon, il n'y a pas de toxicomanes. Il n'y a pas de toxicomanes dans le Brabant wallon parce qu'on les exportait. Et donc, c'était très pratique, ça arrangeait tout le monde aussi. Aujourd'hui, je ne dirais plus ça. Je pense qu'on est beaucoup plus dans une reconnaissance. Je trouve qu'un des gros atouts, sans doute, du Brabant wallon, du fait qu'on n'a pas beaucoup de moyens, c'est que l'ensemble des structures sont beaucoup plus prêtes à collaborer ensemble. Je trouve qu'il y a vraiment eu, depuis quelques années, un changement comme ça de paradigme où on se rend bien compte qu'il y a nécessité de collaborer, de construire des projets communs, de mutualiser nos ressources. D'être créatif peut-être aussi. D'être créatif, tout à fait. Et je pense que c'est une richesse parce que justement, on va pouvoir s'adapter beaucoup plus à la problématique individuelle. En fait, la toxicomanie, elle nous amène à devoir être créatif parce qu'il n'y a pas une solution. S'il y avait une solution, on le saurait, il n'y en aurait plus d'ailleurs des toxicos. Des problématiques d'assuétude, il n'y en aurait plus. Mais donc, on doit chaque fois être créatif et ils vont chaque fois mettre le doigt là où, quelque part, il y a des failles. Alors, je vous propose à présent d'écouter un extrait d'interview de Catherine Vanez. Donc, Catherine, elle est animatrice au pôle assistance morale à Laïcité Brabant Wallon et elle s'occupe entre autres des ateliers entre nous. Les ateliers entre nous, c'est un espace d'échange et de découverte qui permettent à des personnes isolées de la province du Brabant Wallon de renouer avec des interactions sociales par le biais d'animations artistiques ou philosophiques. On écoute sans plus tarder Catherine Vanez au micro de Mehdi Toukabri. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se trouvent isolées malgré tout ce que la société peut apporter. Soit elles n'osent pas, soit elles ne s'y retrouvent pas, soit elles ne savent pas ce qui est proposé pour elles. Et c'est encore plus flagrant depuis la période du Covid. On a eu de plus en plus de demandes depuis. Ici, c'est vraiment un endroit où on va un petit peu les coucouner, les chouchouter, tout en essayant de leur apprendre, de développer leur autonomie, etc. Mais vraiment de leur permettre de se sentir bien, sans aucun jugement, sans aucune critique, sans aucune recherche de perfection dans ce qu'elles vont réaliser. Elles viennent vraiment pour prendre du bon temps. Donc on vient de l'entendre avec l'interview de Catherine, la paire aidance, le fait de pouvoir être aidé par ses pairs à un moment, est-ce que c'est un moyen pour sortir, comme on l'a vu, donc de l'isolement, de regagner en estime de soi, de faire renaître de la solidarité? Est-ce que pour vous, Noé, c'est une des bonnes solutions pour réinjecter du lien dans la société? Je pense que ça peut faire partie des solutions. Alors je pense que, comme Thierry le disait, il n'y a pas de solution unique à ces problématiques-là, mais je pense que ça peut être une bonne solution si tant est que les pairs soient intégrés correctement dans les projets. Je pense que c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment très attention. À savoir que c'est pas toujours simple d'accueillir un père aidant. Il faut s'assurer que les équipes soient d'accord avec ça, soient au fait de ce que c'est et la fonction de la personne exactement par rapport aux travailleurs et aux travailleuses. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment un outil très intéressant. Ce sont des personnes qui ont vraiment une plus-value à apporter aux bénéficiaires, mais qu'il faut quand même faire attention à la manière dont on les intègre pour que les personnes se sentent bien et que l'équipe autour puisse se sentir bien et apte. Thierry, une réaction par rapport à la petite interview qu'on vient d'entendre? Oui, alors pour moi, ça c'est dans l'interview, ce que j'ai entendu, c'était plutôt la mise en place d'ateliers créatifs où les patients ou les personnes qui ont des problématiques d'assuétude ou d'isolement peuvent venir. Si c'est ça que vous me demandez par rapport à la pérédance et l'intérêt, ça fait au niveau du service Patchwork, ça fait 15 ans qu'on le fait. Puisque une des activités du service Patchwork, c'est des ateliers d'expression thérapeutique et créatif. Et donc oui, ça pour moi c'est un outil très très efficace parce que ça permet de faire du lien, ça permet d'être dans le non-jugement, dans une approche de l'autre tout à fait différente, où en tout cas au niveau des ateliers du service, on fait un temps de création et puis un temps de parole, que ce temps de parole est une interpellation de l'un et de l'autre, et donc à ce niveau-là il y a l'effet père aidant qui intervient. C'est un lieu aussi d'ancrage, c'est un lieu où se fait du lien, qui est vraiment l'élément essentiel. Donc oui, je pense que c'est vraiment efficace, mais comme dit Noé, c'est un des outils dans notre boîte à outils
qu'il faut mettre en place. Au niveau du service, l'avantage, c'est qu'on fait à la fois des suivis individuels et des suivis collectifs. Et donc cette complémentarité-là, cette approche psychomédico-sociale est aussi un élément intéressant. Vient s'ajouter à ça les autres groupes d'entraide, les autres groupes d'aide comme les AA ou Narcotiques Anonymes. Il n'y a pas de groupe Narcotiques Anonymes dans le Brabant wallon. Il y a des groupes AA qui est aussi un élément ou vie libre. Alcooliques Anonymes, oui. Alcooliques Anonymes, oui, mais Narcotiques Anonymes, il n'y a pas. Mais qui sont aussi des éléments qui peuvent être un appui. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que comme il n'y a pas une solution, il faut chaque fois pouvoir trouver ce qui est le plus adapté et qui convient le mieux à la problématique et aux patients. Alors, pour certains, ça peut fonctionner, pour d'autres, ça ne fonctionnera pas. Ça va fonctionner un temps. Il y aura un projet. C'est un projet de soins qu'il faut construire, ou un projet de vie qu'il faut pouvoir construire. Et ça veut dire que ça se met du temps. Il va y avoir un continuum. En fait, il n'y a pas, hop, aujourd'hui, je suis devenu dépendant, alors que hier, je ne l'étais pas. C'est un truc qui s'installe progressivement. Et dans l'errance et le sans-domicile, c'est la même chose. On ne tombe pas brusquement comme ça. Il y a vraiment un processus qui s'installe progressivement. Et plus on peut attaquer le processus plus tôt, plus on va pouvoir intervenir de manière efficace. Est-ce qu'il y a une vigilance aussi à avoir après pour le reste de sa vie, quelque part, entre guillemets, parce qu'on a eu une période comme ça d'errance ou d'assuétude? Est-ce que vous disiez, voilà, ça ne se fait pas en un basculement soudain? Est-ce que le fait d'en sortir, c'est pareil? Est-ce qu'on est toujours un peu sur le point de bascule où il faut quand même être vigilant à ne pas retomber dedans? Ou comment ça fonctionne? Alors, je pense que ça va dépendre de chaque personne. En tout cas, je laisserai Thierry répondre sur le côté assuétude, mais pour le côté rue plutôt. Je pense que ça dépend vraiment de la personne et de effectivement son projet de vie. En fait, le problème, le risque de retomber en rue au bout d'un certain temps, c'est quand en fait les personnes ont fait des très longs temps de rue et même si elles en sont sorties, elles gardent quand même un entourage qui est parfois encore en rue et en fait, ça va assez vite de retomber en rue via cet entourage, ou en tout cas en continuant à le fréquenter. Donc, ce qui marche le mieux, mais tout le monde n'en est pas capable, évidemment, c'est de créer une rupture avec cet entourage qui peut être assez toxique pour certains et certaines. Donc, voilà, je pense que moi, je ne dresserai pas de généralité sur... Est-ce qu'il y a un risque ou pas? Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Mais plus le temps en rue avant la remise en logement a été longue, plus il y a des chances que la personne y retombe rapidement. Thierry? Oui, j'ajouterai un élément complémentaire à ce que dit Noé, c'est qu'il y a aussi quelque chose d'une notion d'appartenance en fait. C'est-à-dire que dans cette longue histoire d'errance ou de sans domicile, quelque part leur lieu, c'est la rue. Et donc... changer, retourner dans un logement, etc., c'est un gros changement. C'est un changement qui me semble être un peu copernicien pour les patients ou pour les personnes, parce que c'est devenu leur lieu d'appartenance, c'est devenu un lieu aussi d'identification où ils existent là et qui est plus compliqué. C'est un gros changement. Et c'est la même chose par rapport aux assuétudes. Les assuétudes, en fait, moi je dis souvent aux patients, arrêter, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est qu'il ne faut pas recommencer. Et donc, ça veut dire qu'il faudra changer. En fait, c'est vraiment un changement de vie qu'il faut mettre en place. Or, après un sevrage, il n'y a rien qu'à changer. Dans leur vie de tous les jours, il n'y a rien qu'à changer. Et c'est là où ça devient plus problématique parce qu'ils vont avoir recours aux produits comme réponse en fait à ce qui était problématique. Et d'autre part, dans l'assuétude, la toxicomanie, les assuétudes entraînent des modifications neurobiologiques au niveau du cerveau, qui font qu'à partir du moment où la dépendance est inscrite, elle restera jusqu'à la fin de sa vie. Ce qui explique pourquoi il y a des patients qui ont parfois 13 ans d'abstinence et qui, à un moment donné, pour une raison ou une autre, vont rechuter. Donc, il est important de pouvoir dire aux patients, voilà, ça fait partie du processus, ça fait partie de votre histoire, c'est comme un handicap, c'est pas pire qu'un diabète quelque part, mais c'est comme un diabète et donc il faudra vivre avec. Il y a tout ce travail-là à faire. Donc au niveau des assuétudes, oui, il y a un risque de rechute. On sait par exemple que pour l'alcool, il y a 70% de rechute dans l'année qui suit un sevrage. Donc, ce qui explique aussi la frustration des thérapeutes, des soignants, parce qu'ils disent mais en fait ça sert à rien ce qu'on fait. Et puis, parce qu'on pense qu'en fait le sevrage est la solution, alors qu'en fait ce n'est que le point de départ. Très bien.
Alors, comme vous le savez déjà, l'année 2024 sera jalonnée d'élections qui concerneront une série de niveaux de pouvoir. Aujourd'hui, Mehdi va revenir avec nous sur les enjeux souvent méconnus qui concernent l'échelon provincial. Alors donc déjà bonjour à tous les deux, bonjour Annabelle, merci. Donc on a déjà toutes et tous entendu ce genre de phrase, je retourne en province pendant les vacances, ou encore t'es vraiment un provincial. Non, peut-être, bon allez, peut-être que je me trompe, mais bon. En attendant, dans la bouche de ses locuteurs, la province rime plus avec campagne ou encore avec sous-catégorie. On a envie de leur donner tort, mais dans les faits, dans notre plat pays, l'échelon du pouvoir provincial, juste au-dessus du communal et en dessous du régional et du communautaire et aussi du fédéral et européen, est celui qui pâtit le plus d'une méconnaissance citoyenne, même si tous les 6 ans, ces mêmes citoyens votent pour élire leurs représentants à la province. Plusieurs facteurs sont avancés pour expliquer cette méconnaissance provinciale. Dans son enquête investigation de 2022, la RTBF a sondé plusieurs députés provinciaux qui avancent qu'avant, il y avait beaucoup plus de députés qu'aujourd'hui et moins de services. Les élus provinciaux étaient alors plus rapprochés à des députés coupe-ruban, où les réceptions étaient souvent la principale motivation de leur présence sur le terrain. Une attitude qui a en quelque sorte invisibilisé le travail de député provincial et de surcroît de l'échelon de pouvoir provincial. Comme beaucoup de mes compatriotes, et je suppose que vous aussi, j'ai redécouvert l'existence de la province et de son gouverneur durant les différentes périodes de confinement dues au Covid. Rappelons-nous que le gouverneur devait appliquer les différentes politiques de médecine préventive, par exemple, décidées par le comité de concertation, a.k.a. Codeco, je vous ramène un peu en arrière, sur le territoire de la province. Mais il n'y a pas que ça. Donc on peut aussi parler de l'enseignement, la politique sociale, l'environnement, l'économie, le transport, le logement, les travaux publics, etc., qui sont aussi à prendre en compte dans le portefeuille de compétences provinciales. Un large éventail de compétences qui n'empêche pas un souhait de réformer les provinces depuis des décennies, et surtout au nord du pays, dont certains partis souhaitent même aller jusqu'à carrément supprimer ce niveau de pouvoir. Mais la suppression de ce niveau de pouvoir provincial aura un impact clair. Il creusera encore plus d'écart entre élus et citoyens, déjà énormément impactés par une méfiance envers le monde politique. Une piste de solution toute simple existe pour réformer la province: inclure beaucoup plus de citoyens au sein de la prise de décision au niveau provincial. Là-dessus, c'est la méfiance citoyenne envers le politique et l'échelon provincial qui prendrait un sale coup et qui ne pourra que redescendre, tout autant que créer du lien entre politique et citoyen. Et pour terminer, je tiens à rappeler que le rendez-vous est fixé au dimanche 13 octobre 2024 pour élire nos représentants provinciaux. Merci beaucoup Mehdi pour cet éclairage. Donc on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Avant cela, je vous propose de rester encore un petit peu dans la sphère politique. Thierry, si vous deviez choisir peut-être un point qui est particulièrement important pour vous et le transmettre peut-être quelque part aux politiques comme un point de vigilance ou un point d'attention à voir, ce serait lequel ? Alors, je dirais, si on reste au niveau provincial, en tout cas de la province du Brabant wallon, c'est clair que je pense les difficultés de moyens de communication d'une part, la difficulté aussi de structurer une politique globale de la santé et de soutenir cette politique de santé. C'est-à-dire, je pense qu'au niveau provincial, ça donne un peu l'impression, je ne dis pas que c'est le cas, mais ça donne un peu l'impression qu'on fait du coup par coup, mais on n'a pas réfléchi à vraiment un projet politique pour la province. Et qui fait que tous les acteurs, en fait, on essaie de s'arranger, de bricoler tous ensemble, mais peut-être bien que s'il y avait une réelle structuration ou pensée politique pour la province, ça serait intéressant. Maintenant, il y a des chances aussi qu'il y a des bonnes raisons pour que ça ne se fasse pas. Noé, est-ce qu'il y a une mesure, une problématique, une question qui pour vous serait particulièrement intéressant par rapport à laquelle les politiques devraient être vigilants ou attentifs ? Je pense que ici, en tout cas au niveau plus régional, du coup, parce que donc nos deux projets pour lesquels on vient parler ici sont principalement subventionnés par la région wallonne. Je pense que c'est une bonne initiative. C'est chouette qu'ils aient financé le projet. Maintenant, c'est un projet qui est financé que pour 2 ans, donc on manque, je pense, dans le secteur social de politique pérenne. Pour en fait continuer les projets à 2 ans pour des personnes en rue, c'est
ça aura un très très faible impact, alors que si on peut le faire sur 10 ans, ça en aura probablement beaucoup plus. Voilà, donc je pense qu'il faut continuer sur cette lancée et continuer à financer des projets comme les nôtres. Oui, donc plus de moyens financiers pour permettre au projet de vivre de manière stable plus longtemps dans le temps. Thierry, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je pense aussi qu'une des grandes complications, c'est la lasagne institutionnelle auquel on est confronté, de plus en plus confronté, où quelque part, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait quand même d'abord une simplification administrative, parce que la multiplicité des sources de financement, la complexité des sources de financement, les agendas qui ne sont pas toujours les mêmes, certains parfois sentiments de concurrence qui peut apparaître, font que pour les institutions locales, c'est très chronophage et c'est compliqué pour pouvoir vraiment construire quelque chose. Il y a certains projets pour lesquels on reçoit le financement à la fin, d'autres projets où on le reçoit, mais il y a nécessité de vraiment de rendre des comptes de manière excessive. Et donc, cette complexité-là, au niveau de l'organisation et de la structuration en couche de lasagne, rend les choses plus compliquées pour construire vraiment de nouveau un projet politique cohérent. Merci beaucoup. Alors, il est maintenant temps pour moi de clôturer cette émission. Je tiens à remercier nos 2 intervenants du jour pour avoir réussi à dégager du temps dans leur agenda surchargé pour venir témoigner de leur mission quotidienne, ô combien essentielle, au micro de Contre-Plongée. Merci également à Catherine pour avoir accepté de jouer le jeu des questions-réponses avec notre collègue Mehdi. Je tiens à rappeler que si vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez composer le 107 qui est un service d'écoute gratuit, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et commun à toutes les provinces du sud du pays. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Contre-Plongée.